Academia Christiana fait le lien entre la dimension politique et la dimension spirituelle. Alors évidemment, on pourrait nous reprocher, et c'est ce que parfois font les évêques, que nous instrumentaliserions la foi au service du politique, comme si finalement nous utilisions la croix comme un symbole identitaire au même titre que la bouteille de vin, le saucisson et la baguette de pain. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous confessons à Academia Christiana le primat du spirituel. Mais nous savons aussi que si les chrétiens délaissent la politique, eh bien la cité sera très rapidement aux mains de ceux qui veulent chasser le Christ. Bonjour à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le nouveau partenaire de nos entretiens, la revue Écrits de Rome, revue d'idées civilisationnelles et chrétiennes. Je vous invite dès maintenant à aller sur leur site internet et à commander votre premier numéro. Je vous souhaite un excellent entretien. Que faites-vous ici? Oui, je vous le demande. Parce que je crois que c'est la seule question importante que nous devons nous poser en ce moment même. Est-ce que nous sommes venus pour passer le temps? Est-ce que nous sommes venus pour passer quelques jours agréables entre amis? Est-ce que nous sommes venus ici par hasard? S'il y a une seule question que vous devez vous poser maintenant, en arrivant ici, c'est celle du sens de votre existence. Et pour moi, je crois que c'est la seule question cruciale. La question liturgique, la question politique, la question familiale, la question économique, ce sont des questions qui viennent après. Pourquoi? Parce que c'est le sens que vous donnez à votre vie qui va déterminer la direction dans laquelle vous allez, et donc de vos engagements. Pourquoi notre époque est-elle tragique? Parce que le cadre civilisationnel dans lequel nous évoluons nous pousse à donner de mauvaises réponses à cette question. D'ailleurs, ce cadre nous pousse tout simplement à ne jamais nous poser vraiment cette question. Dans l'Occident opulent du XXIe siècle, on te pose le derrière sur une chaise à l'école dès le plus jeune âge. Ensuite, on te pose le derrière sur un canapé devant une télévision, on te met un smartphone dans les mains, on te gave de produits gras et sucrés, et on t'explique que si tu veux continuer à consommer, à jouir du confort et à accumuler toutes sortes de gadgets, eh bien, il va falloir que tu bouges ton derrière cette fois-ci pour travailler. Alors évidemment, c'est un bouger du derrière qui n'est jamais très physique, mais assez contraignant sur le plan psychologique et affectif. Il faut que tu obéisses à un système économico-technologique dont tu n'as pas vraiment compris la finalité, le sens dans lequel tout cela allait. Il faut que tu collabores à tous ces micro-rouages dont, finalement, tu ne sais pas pourquoi ils sont faits. La seule finalité, c'est manger, chier et dormir. On a fait de toi une sorte de matériau vivant qui occupe son existence à maximiser son confort physique et affectif, mais dans un classement biologique des espèces, on appelle cela une larve. Alors laissez-moi partager avec vous quelques réflexions susceptibles de nous aider à répondre à la question initiale, qu'est-ce qu'on fout ici? Pour cela, je vous propose dans un premier temps d'analyser le paradigme civilisationnel dans lequel nous nous trouvons. Puis ensuite, de passer brièvement une petite revue de l'actualité de cette année, et enfin, de vous présenter le but d'Academia Christiana. Premier point pour essayer de faire ce constat, notre civilisation est une civilisation qui est fondée sur une vision du monde économique. Qu'est-ce qui la caractérise? Eh bien, depuis le Moyen-Âge chrétien, on considérait l'économie comme un moyen pour subvenir aux besoins des individus. Le fait de s'enrichir personnellement, de chercher des richesses, était considéré par l'Église comme un vice dangereux. La richesse, ce n'était pas une valeur en soi. Le surplus, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épargne, servait à la construction des cathédrales, des hôtels-dieux. L'économie était donc subordonnée au politique et aussi au spirituel. La première révolution moderne, la première révolution qui va reconfigurer le paradigme de notre civilisation, c'est la libération de l'économie qui n'obéit plus à aucune règle, et c'est même d'ailleurs l'économie qui fixe toutes les autres règles. Qu'est-ce qui définit l'essence même du système économique dans lequel nous vivons? Eh bien, c'est la croissance infinie du capital.
Le système ne nous donne pas d'autre but que de produire de l'argent. La marchandise n'est donc plus qu'un moyen au service de l'accumulation du capital. Alors vous allez me dire, mais comment est-on basculé de cette économie médiévale dans laquelle le surplus des richesses servait à construire des cathédrales à cette société dans laquelle l'homme est au service de l'économie? Eh bien, par un long changement des mentalités. L'ancien esprit qui dominait, l'esprit chevaleresque, l'esprit aristocratique, fait de générosité, de courage, de sens de l'honneur, du don de soi gratuit, s'est peu à peu atténué au profit de l'avènement de la mentalité bourgeoise. Une mentalité égoïste, concentrée sur la recherche de sa propre sécurité et de son confort. D'autre part, la volonté moderne, qui consiste à s'émanciper de tous les cadres qui préexistent à la naissance de l'homme, c'est-à-dire la nature, l'ordre politique, Dieu, eh bien, la volonté de l'homme moderne, c'est de chercher à s'en sortir, à se rendre maître et possesseur de toute chose, à commencer par la nature. Quelles sont les conséquences de cette grande transformation économique de notre civilisation? La première, c'est l'extension permanente du domaine de la marchandise sur l'ensemble des choses qui existent. Au Moyen-Âge, le marché, c'était un lieu qui était circonscrit dans le temps et dans l'espace, bien délimité sur une période définie. On ne pouvait pas vendre n'importe quoi, n'importe où, à n'importe qui, n'importe comment. Aujourd'hui, le marché étend son emprise sur tous les domaines de l'existence. Les services qu'on se rendait autrefois sur la base du don et du contre-don font aujourd'hui l'objet de privatisation des ressources naturelles comme l'eau, privatisation du corps des femmes dans le cadre de la gestation pour autrui, et puis aujourd'hui déjà on voit l'arrivée de nouveaux marchés, des bio-nanotechnologies ouverts par le transhumanisme. Plus rien n'échappant au commerce, tout peut s'acheter et tout peut se vendre. La deuxième conséquence de cet économisme du monde, c'est une vision de plus en plus abstraite du réel. Puisque l'argent peut tout acheter, alors tout peut se résumer à une somme d'argent. Tout devient un équivalent réductible à sa valeur marchande. Ainsi, un paysage, par exemple, la beauté de la nature, la dignité humaine deviennent des choses négociables. Les qualités sont donc réduites à de la quantité. Peu importe le fait que de construire des lotissements, des éoliennes, des ronds-points, des entrepôts logistiques, des Burger King, des hypermarchés, des magasins pour animaux se fassent au détriment de la nature, en vue de l'enlaidissement de notre environnement, du moment que tout cela crée de la croissance économique. Troisième conséquence de cet économisme, c'est la mondialisation. Cette vision du monde abstraite où l'on décide d'ignorer toutes les différences qualitatives, mais aussi, du coup, l'uniformisation du monde. Un monde dans lequel tout est abstrait. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de région, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de culture, mais un seul espace uniforme et liquide dans lequel les individus commercent. Rien n'est d'ailleurs légitime pour s'opposer à la croissance. S'il y a un particularisme culturel, un folklore par exemple, qui permet d'augmenter la croissance, eh bien on va le valoriser parce qu'il profite au tourisme. Si en revanche il s'oppose à la croissance, on appelle cela du racisme ou une incitation à la haine. Cette grande soupe mondiale dissout peu à peu les communautés en dissolvant toutes les identités collectives. L'humus culturel, le socle, le terreau sur lequel l'humanité s'enracinait, a été remplacé par un matériau artificiel et uniforme. Nous sommes, vous savez, un petit peu comme ces tomates qui sont cultivées dans une sorte de mousse et nourries avec des sortes d'intrants chimiques. Nous devenons insipides, uniformes et stériles. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, nous possédons de plus en plus de gadgets, mais nous sommes de plus en plus vides. Le règne de l'économie a donc pour conséquence de nous déshumaniser.
Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. La deuxième caractéristique majeure du paradigme de notre civilisation, c'est celui de la technologie. La vie paysanne était autrefois le mode de vie dominant dans toutes les sociétés, jusqu'à la fin des années 1950. La majorité des hommes vivaient au gré des saisons, dans leur village, là où ils étaient nés. Ils étaient soumis aux lois de la nature, ils cultivaient la terre, ils vivaient chichement, mais souvent plus heureux que nos contemporains. En l'espace de 75 ans, le monde s'est considérablement transformé par le déploiement sans commune mesure de la technique. Le déploiement de l'automobile, le déploiement de l'agriculture chimique, de l'électricité, d'Internet, du smartphone aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, a totalement transformé nos existences et changé notre perception du monde. Qu'est-ce que la technologie ? La technologie n'existe pas comme un système qui... la technologie existe, non pas comme une machine isolée, mais comme un système qui implique des interdépendances et donc un réseau totalisant. Il n'existe jamais une machine toute seule, mais des machines. On ne peut pas imaginer un ordinateur, par exemple, sans tout un monde qui permet le fonctionnement de l'ordinateur. C'est-à-dire l'exploitation de métaux rares en Afrique, les satellites, en passant par des réseaux de câbles, des entreprises de marketing dédiées à la vente, des universités pour former des ingénieurs, etc., etc. La technologie, c'est donc un système complet de transformation de la nature et de transformation de l'homme en permanente expansion et qui comprend l'exploitation des ressources jusqu'à notre perception même du monde. Alors comment notre monde a-t-il été façonné ainsi par la technique ? C'est d'abord une soif de contrôle, de maîtrise du monde qui s'est accentuée dans l'Europe de la Renaissance jusqu'à maintenant et qui a poussé les hommes à vouloir accélérer et augmenter leur capacité à transformer la nature sans aucune limite. Quelles conséquences ? Le système technique va forcément changer notre manière de percevoir la nature. Aujourd'hui, celle-ci nous apparaît d'abord comme un réservoir de ressources, d'énergie, en vue de la production économique. La terre, par exemple, ce n'est plus de la terre, c'est un bassin houillé. Un paysage, c'est une zone touristique.
La nature n'est donc plus qu'un immense matériau uniforme, abstrait, comme une sorte de grosse pâte, une somme d'atomes. Tout ça nous ramène au registre, encore une fois, de l'abstraction. Si l'on ne perçoit plus la nature et le monde tel qu'il est, c'est-à-dire vivante, habitée, fruit d'une création divine, alors on peut transformer la nature sans aucune limite. Il n'y a pas de dignité intrinsèque dans la nature. C'est ainsi qu'on ouvre la porte à toute la destruction des écosystèmes et des espèces. D'autre part, plus le progrès technologique se développe et plus l'homme perd en autonomie. La machine devient petit à petit une prothèse technologique et l'organe qui n'est plus sollicité s'atrophie. La voiture, par exemple, a fragilisé nos jambes. Le GPS nous a fait perdre le sens de l'orientation. On peut donc, je crois, légitimement s'inquiéter de ce que l'intelligence artificielle pourrait nous faire perdre. La dernière caractéristique qui peut être attribuée à notre société occidentale contemporaine, c'est la post-chrétienté. Pendant plus de 1500 ans, l'Église a été l'institution dominante en Europe. Le catholicisme a structuré notre civilisation. Non pas évidemment que tous nos ancêtres étaient chrétiens, mais néanmoins, parce que le message de l'Évangile avait infusé dans les mentalités quelques tendances générales qui avaient des effets réels sur la société. Quelques exemples. Premier effet du catholicisme dans une société, c'est la possibilité d'une vie après la mort dans laquelle le bien finit par triompher du mal. La seconde caractéristique, c'est que la vie de l'homme sur Terre est un combat, et donc que la meilleure manière de ne pas subir la souffrance, c'est d'accepter les peines, les croix que permet la Providence. La troisième, c'est qu'il faut prendre soin des plus faibles. Et enfin, la dernière, c'est qu'il y a un bien et un mal, une vérité et une erreur, une beauté et une laideur, des vertus et des vices, et que tout cela est objectif. Alors évidemment, la foi catholique, c'est plus que cela. Mais ces 4 dimensions avaient infusé dans la vieille Europe, et même des individus athées, hostiles à l'Église, étaient influencés par ces catégories. Qu'est-ce que l'ère du post-christianisme? C'est le dépassement même des Lumières, c'est le dépassement même de l'athéisme militant, celui de la Troisième République. Il reste encore en France, parmi ceux qu'on appelle les boomers, les plus vieilles générations, des personnes qui sont encore à ce stade un petit peu rétrograde de l'athéisme militant. Mais chez les plus jeunes générations, ceux que vous côtoyez à l'université, au travail, eh bien on est davantage dans l'ignorance complète du christianisme. Et cela se manifeste soit par une indifférence à l'égard de la religion, soit par une attirance vers toutes les formes de spiritualité, que ce soit l'islam, le bouddhisme et l'ésotérisme. Quelles sont les causes de cette déchristianisation? Elles sont nombreuses et elles remontent à très loin. Elles tirent leurs prémices dans un courant de philosophie qu'on appelle le nominalisme au XVIe siècle, au XIVe siècle, où l'on a cessé de croire que la nature était le reflet de la pensée divine. Puis le protestantisme a divisé la chrétienté. Puis les Lumières ont jeté le discrédit sur la tradition et le surnaturel. Puis la vague libertaire de mai 68, décuplée par l'esprit du Concile Vatican II, où l'on a relativisé les dogmes, abandonné la piété populaire, désacralisé la liturgie. C'est d'ailleurs le moment où l'Occident doutait le plus de lui-même que l'Église a décidé de renoncer à être une boussole stable pour l'humanité. Les conséquences de cette déchristianisation se ressentent à la fois sur le plan naturel, puisque l'absence du christianisme a laissé se développer de nouvelles mentalités, la recherche perpétuelle du confort à court terme, l'incapacité de sacrifier le présent pour le futur, l'égoïsme, le sentiment d'absurdité et de non-sens face à l'existence. Mais d'autre part, la disparition du sacré chrétien a laissé la place à l'apparition de nouveaux sacrés de substitution. La consommation, la santé, les drogues, les nouvelles formes d'ésotérisme qui ne sont ni plus ni moins que des passages plus ou moins courts, plus ou moins longs vers le satanisme. De nouvelles morales ont aussi remplacé la morale catholique, l'antiracisme, le wokisme,
ou l'anxiété écologique qui pousse à refuser de fonder une famille. Alors pour conclure ce constat, tout concourt dans notre époque au déclin anthropologique. Si, dans le fond, nous ne sommes pas beaucoup plus foncièrement immoraux que nos ancêtres, nous sommes foncièrement beaucoup plus fragiles que nos ancêtres. Fragiles physiquement d'abord parce que nos vies sont beaucoup plus confortables. Fragiles sur le plan de l'autonomie parce que nous avons perdu tous les savoir-faire manuels du quotidien. Fragiles intellectuellement parce que nous sommes beaucoup moins cultivés, nous avons beaucoup moins reçu dans notre éducation et nous sommes devenus de plus en plus dépendants de loisirs de plus en plus débilitants. Nous sommes aussi fragiles affectivement parce que nous sommes incapables d'encaisser la frustration, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale, physique ou de toute autre sorte. Enfin, nous sommes fragiles spirituellement parce que nous vivons de manière beaucoup trop superficielle notre religion. Alors face à ce constat un peu sombre, je voudrais évoquer de manière un petit peu plus récente un constat sur l'actualité. Je vous propose de passer brièvement sur quelques traits caractéristiques de l'année écoulée, on va dire de l'époque ponctuelle dans laquelle nous évoluons. Vous savez tous que depuis février 2022, l'invasion russe en Ukraine a fait effondrer le mythe d'un monde pacifié par le commerce et la démocratie. Les conflits éclatent de plus en plus autour de nous, et même si, évidemment, la perspective d'une guerre conventionnelle n'est pas encore à l'ordre du jour à nos frontières françaises, notre monde s'enflamme de plus en plus chaque jour. Sur le plan politique, d'un point de vue national, le Rassemblement national n'a jamais été aussi favorablement placé dans l'opinion des Français, et si ces scores sont encore susceptibles de croître, cela ne doit pas nous masquer les fragilités de ce parti. S'il conserve un socle électoral solide, grâce à son opposition historique à l'immigration, perçue comme un combat identitaire crucial et central par ses électeurs, depuis son institutionnalisation en 2022, il apparaît de moins en moins offensif sur les questions de moralité publique et il s'est rapproché même parfois de certaines pratiques de la politique classique. On peut donc craindre que si ces évolutions se poursuivent, elles pourraient à terme affaiblir la crédibilité du Rassemblement national comme un parti anti-système. Et il est fort probable que si même ce parti parvient un jour à gagner un scrutin national, la situation soit tellement défavorable que cela lui soit fatal. D'autre part, comme l'a très bien remarqué le sociologue Jérôme Fourquet, dont je vous invite à découvrir les écrits, nous assistons à un phénomène d'archipélisation de notre société française. Plusieurs Frances vivent les unes à côté des autres. Il y a, comme le dit Christophe Guilluy, celle des métropoles connectées à la mondialisation et la France dite périphérique, rurale. Il y a la France gentrifiée des bobos qui votent Mélenchon et roulent en trottinette. Il y a la France des banlieues, il y a la France des pavillons, il y a la France délaissée. Et au milieu de cette France croissent petit à petit les zones de non-droit, le trafic de drogue. Chaque zone se métamorphose comme autant de taches de léopard. L'année 2025 a aussi inauguré un nouvel espoir avec l'élection de notre Saint-Père le pape Léon XIV. Un pape qui semble n'être, pour ainsi dire, d'aucun camp. Alors évidemment, il est encore trop tôt pour interpréter les orientations de son pontificat, mais en ce qui concerne la France, on peut néanmoins dire que la situation reste complexe. Quelques évêques continuent à marginaliser les prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle, alors qu'une jeunesse de plus en plus nombreuse, nous, semble se convertir, et on peine donc à déchiffrer quelle logique anime certains de nos pasteurs. D'autre part, nous avons vu ces 2, 3, 4 dernières années des médias conservateurs comme CNews, Valeurs Actuelles, Frontières, Ligne Droite, le JDD, TV Liberté, qui se sont considérablement développés. Et en conséquence, la présence des influenceurs de droite, ceux que peut-être les plus âgés d'entre vous ont commencé à suivre et qui ont bâti leur conscience politique, cette influence s'est petit à petit réduite.
Leur prise de position devenant moins originale, puisqu'on avait des Charlotte Dornelas, des Mathieu Bocoté, qui tenaient plus ou moins le même discours sur des médias de grande audience. Cet avantage donc, dont disposait la droite sur Internet il y a 10 ans, par exemple à la période où nous avons créé Academia Christiana, eh bien, elle l'a perdu aujourd'hui au profit de la gauche, dont de nombreuses chaînes YouTube et d'influenceurs ont décuplé ces dernières années. Ils occupent tout un terrain métapolitique qui a été délaissé par les influenceurs de droite, qui se sont rabattus soit sur le terrain de l'humour ou sur celui du développement personnel en vendant des programmes. Mais ils jouissent, ces influenceurs de gauche, donc d'une influence de plus en plus importante auprès de la jeunesse sur Internet. J'en ai fini par ce constat d'actualité et je voudrais maintenant vous présenter, répondre à la question que j'ai initialement posée, qu'est-ce que nous faisons ici? La raison d'être d'Academia Christiana, c'est avant tout de former et d'inciter les catholiques à s'engager au service du bien commun. Et le deuxième but d'Academia Christiana, c'est de parler aux non-catholiques, aux patriotes de bonne volonté, et de les amener à une vision transcendante de l'engagement. Donc Academia Christiana fait le lien entre la dimension politique et la dimension spirituelle. Alors évidemment, on pourrait nous reprocher, et c'est ce que parfois font les évêques, que nous instrumentaliserions la foi au service du politique, comme si finalement nous utilisions la croix comme un symbole identitaire au même titre que la bouteille de vin, le saucisson et la baguette de pain. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous confessons à Academia Christiana le primat du spirituel. Mais nous savons aussi que si les chrétiens délaissent la politique, eh bien la cité sera très rapidement aux mains de ceux qui veulent chasser le Christ. Nous rejetons donc à Academia Christiana le refuge dans le spirituel pur et nous voulons inviter les catholiques à s'engager sur le terrain politique, culturel, économique, éducatif, associatif. Academia Christiana se définit donc comme un institut de formation qui propose une formation intégrale. Face au constat que nous avons fait, c'est-à-dire celui du déclin anthropologique, il nous paraît impératif de refaire un peuple. Le changement politique par le haut, par les institutions, ne suffit pas. Il faut régénérer la société à sa base. Nous sommes donc, à Academia Christiana, avant tout des pédagogues et des éducateurs. Notre association se veut un complément éducatif dans une société où beaucoup de jeunes se sentent isolés, perdus. Nous voulons réarmer anthropologiquement notre peuple en lui redonnant des mains avec des savoir-faire manuels, une tête avec une formation intellectuelle, un corps avec du sport, un cœur avec le sens du service, un code de conduite, une âme avec la prière et les sacrements. La transmission est donc au cœur de notre action. Nous nous définissons comme des passeurs. Nous sommes les dépositaires d'un héritage que nous voulons léguer et nous voulons que vous le fassiez, et nous voulons vous le faire fructifier. C'est au fond déjà un premier élément de réponse à cette question que j'ai posée en début d'intervention. Que sommes-nous venus faire ici? Nous sommes venus être un maillon dans une immense chaîne. Et je pense que c'est déjà une très belle ambition pour un homme. D'autre part, si aujourd'hui nous sommes 300, si aujourd'hui Academia Christiana touche environ 3 à 4 000 jeunes à travers ces différents événements dans l'année, cela reste insuffisant à l'échelle du pays. Notre rôle, et votre rôle, est donc de faire rayonner cette action, de faire rayonner cette éducation, d'aller plus loin, de toucher plus de monde. Nous avons soif d'évangéliser, nous avons soif de réarmer anthropologiquement notre prochain. Il ne faut donc pas laisser la langue sous le boisseau. Nous ne voulons pas un petit paradis pour tradis bien confortable, pour vivre dans l'entre-soi de nos paroisses bourgeoises. Nous voulons annoncer une espérance face au monde. Quel est notre idéal politique? Notre idéal politique, notre ligne, c'est la chrétienté. Alors qu'est-ce que la chrétienté, me direz-vous? La chrétienté, c'est le Christ roi par nature et par conquête. Son règne ne procède ni de la force, ni de l'ambition, mais de sa divinité. Le Christ règne d'abord sur les cœurs, mais ce règne peut rester malheureusement souvent enfermé dans la vie privée.
Ce que nous croyons doit façonner nos actes et non façonner nos engagements dans la cité. La chrétienté, ce n'est donc pas un régime politique figé dans l'histoire, c'est une civilisation où l'évangile irrigue la culture, les lois, l'éducation, les arts, les mœurs, la vie familiale et communautaire. C'est une civilisation qui respecte la nature humaine, qui respecte la nature, la famille, le travail, la justice, mais qui élève cette nature par la lumière surnaturelle de la foi. Le socle donc de la chrétienté, c'est la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de tout homme et qui est accessible par la raison. Cette loi naturelle, c'est celle qui nous indique objectivement ce qui est bon, honorer ses parents, dire la vérité, protéger la vie, et ce qui est mauvais, mentir, voler, tuer. Ce fondement humain universel a été confirmé et sanctifié même par le christianisme. Donc reconstruire une forme de chrétienté aujourd'hui, ça ne signifie pas du tout revenir en arrière, mais faire en sorte que notre foi redevienne vivante et qu'elle puisse se transmettre. C'est former des foyers, c'est bâtir des écoles, c'est créer des œuvres, c'est élever des âmes et des clochers. C'est œuvrer pour une société qui rende possible la prière, la transmission et la fidélité à Dieu. La chrétienté commence donc dès aujourd'hui, là où nous sanctifions notre vie quotidienne, là où nous faisons régner le Christ, non seulement dans nos prières, mais aussi dans nos choix, dans nos relations, dans nos communautés. Alors que faites-vous ici, chers amis? Vous êtes sur terre non pas pour consommer, non pas pour vivre dans le confort, mais pour porter du fruit. Vous n'êtes pas des individus, mais vous êtes les membres d'une cité. Vous êtes des héritiers des héros et des saints qui nous précèdent. Vous êtes d'une part leurs débiteurs insolvables, mais vous devez aussi aux générations futures. Le sens de votre vie, c'est donc de vous donner. Voilà ce que j'appelle porter du fruit, être fécond. Chacun selon son talent, chacun selon ce qu'il a reçu est appelé à porter sa pierre à l'édifice d'une chrétienté qui traverse le temps. Soyez donc dignes de cette vocation. Merci. Et si c'était vous qui rendiez tout cela possible? Cet été, des centaines de jeunes viendront à Academia Christiana pour apprendre à penser, à bâtir, à vivre, à transmettre. Pour prier, se former, se dépasser, pour s'enraciner. Nos universités d'été, nos feux de la Saint-Jean, notre festival du bien commun, c'est toute une jeunesse qu'on veut préparer à servir quelque chose de plus grand qu'elle. La France, la famille, la foi. Mais rien de tout cela ne s'organise tout seul. Chaque session, chaque conférence, chaque veillée a un coût. Location, transport, repas, matériel, sécurité. Tout repose sur notre engagement et sur votre générosité. Alors si vous croyez que notre jeunesse mérite mieux que le vide et le déracinement, soutenez Academia Christiana. Un don, c'est une place offerte, une torche transmise, un avenir éclairé.